Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Peut-on parler de permis d'empoisonner ? Les gouvernements ont beau multiplier les réglementations, ils ne parviennent pas à interdire les produits les plus toxiques pour la santé humaine et l'environnement. Les États et leur administration semblent totalement incapables de résister aux pressions du marché. C'est du moins la conclusion d'un livre intitulé « Toxiques légaux », un ouvrage qui vient de paraître aux éditions de la Découverte. Je reçois son auteur, le sociologue Henri Boulier. Bonjour Henri Boulier. Bonjour. Combien y a-t-il de molécules dans notre environnement qu'on perçoit quotidiennement dans notre consommation ? Alors les chiffres exacts sont un peu difficiles à déterminer, mais on estime, suivant les estimations, c'est entre 100 et 140 000 produits qui sont présents sur le marché. Donc chimique, construction chimique de la part d'industriels. Absolument. Sur ces 130 000, combien ont fait l'objet d'études sérieuses d'impact sur notre santé et sur l'environnement ? Alors là encore, c'est un peu difficile d'avoir des estimations exactes, mais dans les années 90, on estimait qu'il y en avait à peu près une centaine qui étaient vraiment prioritaires et qu'il fallait évaluer. Et quelques années plus tard, on s'est rendu compte, à la fin des années 90, qu'il y en avait à peu près une vingtaine qui avaient été évaluées complètement par les autorités européennes. 20 sur 130 000. Le boulot de l'évaluation, vous le montrez très bien en ce qui concerne les États-Unis et l'Europe. Ça part d'abord des États-Unis dès la fin des années 70 avec la loi de 76, le Toxic Substance Control Act. Ça a été une nouveauté aux États-Unis, ça, pour surveiller ces molécules. Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu contre-intuitif. On s'attend souvent à ce que ce soit l'Europe qui soit plus précautionneuse. Et en fait, dès les années 70, il y a eu en 70 la création de l'Agence environnementale américaine. Et puis en 76, l'adoption de ce règlement qui avait une grande ambition, c'était de contrôler l'intégralité des substances chimiques présentes sur le marché américain. L'intégralité et pas seulement les nouvelles. Non, exactement. Et alors finalement, ce que je raconte dans le livre, c'est que sur les substances nouvelles, les autorités de l'agence environnementale ont trouvé des moyens de collecter quelques données et de contrôler un peu à la marge. Mais par contre, sur les substances existantes, qui constituent aux États-Unis comme en Europe l'essentiel du problème. 80 000 aussi à l'époque, vous dites. C'est ça, dans les inventaires, et qui sont les substances qui sont les plus présentes, donc c'est plusieurs dizaines de milliers. Et ces substances-là, aux États-Unis comme en Europe, on a toujours eu énormément de mal à les contrôler. Donc qu'est-ce qu'on veut ? En 76, les États-Unis décident d'une loi, mais en même temps, les moyens ne suivent pas pour voir comment cette loi peut être efficace. Oui, à l'époque, je reviens un peu dessus, à l'époque, il y a un intense lobbying assez juridique sur des questions juridiques un petit peu particulières. De la part de l'industrie chimique américaine, essentiellement, et du département du commerce américain aussi, qui permettent de revoir à la baisse les ambitions du texte. Et ensuite, en pratique, il y a un problème dont on reparlera peut-être ensuite, qui est un problème des moyens. C'est-à-dire qu'il y a très peu de moyens qui sont donnés aux autorités, alors même que c'est à elles, à l'époque, de faire la preuve de la dangerosité des produits qui sont sur le marché. Et donc, elles n'ont pas les moyens, ces administrations, d'enquêter, d'étudier ces molécules. Et le résultat, c'est qu'elles en étudient très très peu. Ouais. Donc il y a un exemple dans le livre que je donne, c'est qu'elles ont décidé à un moment donné, l'agence environnementale américaine a décidé de se concentrer sur le cas de l'amiante. Ouais. C'est une famille de molécules, des fibres d'amiante où il y avait beaucoup d'informations. Et au bout de 10 ans d'enquête, de rapports, etc., prononce une interdiction qui est finalement annulée par les tribunaux américains, sous prétexte que l'interdiction n'est pas suffisamment mesurée. Elle est trop large, parce qu'elle interdit toutes les utilisations de l'amiante. Mais donc, on voit même dans votre livre qu'en ce qui concerne les États-Unis, il y a quasiment un sabotage de cette loi-là, de la part de certaines administrations, à l'époque l'administration Reagan, ou du moins de la directrice à l'époque, qui va jusqu'à mettre des listes de fonctionnaires qui seraient vraiment anti-chimie, quoi, et de les écarter. Oui, c'est ça. Dans les années 80, on a un moment qu'on appelle la révolution conservatrice, où il y a un retour des conservateurs au pouvoir, et ça se manifeste par une perte de moyens de l'agence environnementale américaine, qui a encore plus de mal que dans les années précédentes, et c'était déjà pas facile, à enquêter, à évaluer, et puis à contrôler, quoi. Donc nous, Européens, on apprend de cette expérience.
qu'est-ce qu'on fait en 2006? Un règlement qui s'appelle REACH. Ouais, alors pendant très longtemps, il y avait un millefeuille réglementaire assez compliqué en Europe. Et à la fin des années 90, les ministres de l'Environnement européens ont commencé à envisager la possibilité d'avoir un règlement unique, comme ce qui s'était passé à peu près 30 ans plus tôt aux États-Unis. Et ça, c'est la naissance de la réglementation REACH. Alors, elle vaut mieux que la loi américaine ou pas? Alors, au premier abord, elle était révolutionnaire. C'est-à-dire qu'un des problèmes de la période d'avant, c'était que la charge de la preuve reposait sur les autorités. Donc ça c'est complètement bousculé par l'arrivée de REACH. Le principe fondateur, on pourrait dire, de cette réglementation européenne, c'est le renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'à partir de là, à partir de 2007, qui est le début de sa mise en application, c'est aux industriels de produire les données sur les molécules qu'elles fabriquent et de les fournir aux autorités. Mais de prouver qu'elles ne sont pas toxiques ou de simplement fournir les données brutes? De les documenter. D'accord. Ce qui est différent. C'est différent. Des moyens riches? Des moyens pour les autorités, très peu. Ouais, très peu. Et c'est un peu ça le paradoxe. C'est que comme le problème des données a été construit pendant très longtemps comme le problème central, peut-être qu'on s'est imaginé un peu innocemment qu'en déléguant la production des données aux industriels, ça allait suffire. Sauf qu'en fait, ces documents, ces études, il faut ensuite les évaluer, peut-être les contre-expertiser. Et pour faire ce travail-là, les autorités n'ont pas eu les moyens de travailler. Et c'est ce qui se passe depuis une petite dizaine d'années maintenant. Enfin un peu plus de 12 ans maintenant, c'est que les autorités, les agences sanitaires n'ont pas vraiment les moyens de contre-expertiser les données qui leur sont fournies. Et encore, on parle là des nouvelles molécules. On ne parle pas des milliers qui sont déjà sur le marché, c'est ça? Là, on parle des milliers de molécules qui sont sur le marché. Alors après, il y a plein de subtilités dans REACH qui font que, en fait, ces milliers de molécules, il n'y en a qu'une toute petite partie qui sont évaluées par les autorités. C'est-à-dire que sur les dizaines de milliers de dossiers d'enregistrement qui sont soumis par les industriels, il y en a environ 5% qui sont évalués par les autorités. C'est le chiffre qui a été décidé à l'époque. D'accord. Alors, ce que vous montrez aussi très bien dans ce livre, c'est qu'on demande une autorisation. Si l'administration ou si les documents considèrent que le produit est quand même pas très sympathique, on obtient des dérogations. Ouais, alors dans certains cas, donc sur une petite proportion de molécules, les autorités ont des moyens qu'elles n'avaient pas avant. Elles ont l'autorité suffisante pour prononcer des mesures de contrôle. En fait, ce qu'on voit, c'est que ces mesures de contrôle, elles sont en réalité très conditionnelles. Et il y a énormément de dérogations dans le dispositif réglementaire qui permettent, pour des usages particuliers de ces molécules particulièrement toxiques et qui sont reconnues comme telles, de rester sur le marché. Alors, on voit aussi la pression sur le chantage à l'économie. Des rapports qui sont fournis par l'industrie chimique européenne en disant « Attention, si vous allez trop loin, c'est tant d'emplois, et c'est des milliers d'emplois en moins, et des milliards de dollars en moins pour l'économie. » Ça a joué, ça? Ouais, c'est un peu la troisième jambe, on pourrait dire, du règlement REACH. La première, c'était la délégation aux industriels. La seconde, la multiplication des dérogations. Et la troisième, c'est l'importance qu'on donne aux données socio-économiques et qui sont en réalité des données économiques. Ça a toujours été le cas dans la réglementation européenne. Mais là, la différence, c'est que dans les procédures de demande d'autorisation, pour maintenir un produit sur le marché, ça devient un argument suffisant, même s'il n'y a pas une bonne maîtrise des risques. C'est contradictoire. Article 1 du règlement REACH, oui, veillons à votre sécurité et en même temps à la compétitivité des entreprises. C'est pas contradictoire, c'est des objectifs? C'est quand même, oui, c'est une injonction assez paradoxale. C'est-à-dire que les agences sanitaires qui sont censées mettre en œuvre ces réglementations sont systématiquement soumises à cette injonction paradoxale qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres secteurs, dans le médicament, dans le cas des produits sanitaires, c'est la même chose. Ce qu'on voit par contre, d'où vient peut-être le problème le plus important, c'est que en pratique, c'est souvent cette priorité économique qui l'emporte sur les préoccupations sanitaires et environnementales. Et vous pointez aussi le fait que malgré le fait que REACH ait été beaucoup critiqué par l'industrie de la chimie, malgré ça, on ne respecte pas ce règlement. D'après une étude allemande, on voit que seulement un tiers des dossiers soumis par les industriels au règlement REACH sont complets. Ouais, donc ça c'est une étude qui est sortie, je crois, en novembre 2018, qui a été conduite par une agence sanitaire allemande et qui montre que sur les molécules à plus grand volume, donc c'était la première phase d'enregistrement, celles qui sont
théoriquement les plus présentes dans nos environnements. Pour ces molécules-là, il y avait environ un tiers des dossiers qui n'étaient pas en règle. Alors il y avait différents critères, mais en tout cas il y en avait un tiers qui était pas en règle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus ce chiffre de un tiers, il porte sur seulement 5% de dossiers évalués. Donc pour ces dossiers-là, il y a eu des échanges entre l'Agence européenne des produits chimiques et les industriels, mais pour les 95% restants, on ne sait pas trop. Votre conclusion alors? Ma conclusion, c'est que ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'à la fois, il y a effectivement toute une phase de lobbying au moment de l'adoption de ces règlements, qui est probablement importante à étudier et que d'autres font beaucoup, et très bien. Moi, mon apport, je dirais, c'est d'essayer de regarder comment est-ce qu'on a inscrit dans le droit ce désengagement de l'État, comment c'est aussi un choix politique. Que de déléguer aux industriels, que de limiter la contrainte qui repose sur la commercialisation des produits chimiques en Europe, et de ne pas donner les moyens aux autorités de contre-expertiser ces dossiers. Merci beaucoup Henri Boulier pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, mais comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. Au revoir. Avec des économistes, des entrepreneurs et des éditorialistes, Stéphanie Antoine décrypte les unes de l'économie de la semaine. Et c'est ça qui a provoqué la forte augmentation des dettes publiques. La semaine de l'écho, présentée par Stéphanie Antoine. À voir sur France 24 et sur france24.com.